difficile des engagements internationaux. Mais le Sénégal a tenu et jusqu'à présent, nous avons respecté notre signature, nous avons respecté nos engagements internationaux, sans pour autant que ça n'empêche le pays de continuer à faire face aux défis cruciaux à l'intérieur. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre des Finances et du Budget, à toutes ses équipes, au ministre de l'Économie, qui chaque jour déploie un trésor d'énergie pour faire face à nos engagements internes et extérieurs. L'autre conséquence, c'est des conditions de plus en plus difficiles de financement extérieur, sur le financement extérieur. Évidemment, notre signature s'est dégradée. Vous avez vu tous les conséquences en termes de notation du Sénégal. C'était une des conséquences auxquelles nous nous attendions quand le président a décidé de se livrer à cet exercice de vérité. Le défi du retour à l'orthodoxie budgétaire, notamment l'objectif de revenir à 3% de déficit dans moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2027. Un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative du moins. Et donc, la moitié du chemin a été parcouru déjà. Et de revenir également à un niveau d'endettement raisonnable et respectueux des critères de convergence dans le cadre de l'espace UEMOA. Tout ceci combiné à l'attente légitime des Sénégalais. Nous sommes au XXIe siècle, les peuples sont devenus impatients. Les peuples n'attendent plus, les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand on hérite d'un legs, c'est avec son passif et son actif, et plus le passif est lourd, plus la capacité à relancer, à réaliser est compromise. Mais c'est une réalité, les peuples sont à bon droit et légitimement impatients. Et le fait que le Sénégal soit projeté dans le top 5 des pays à plus forte croissance et peut-être le premier en 2025 en Afrique ne signifie pas grand-chose si l'on considère ce que le Premier ministre de l'économie vient de dire, que la structure de notre croissance, dépouillée de la croissance, le PIB agricole et hydrocarbures, révèle des performances très faibles, voire médiocres, c'est-à-dire on ne dépasse pas les 4% de taux de croissance, ce qui pose un sérieux problème de productivité, particulièrement de l'investissement. Voilà les raisons qui nous fondent à travailler à un sursaut, à essayer de trouver des solutions. Lesquelles solutions doivent être d'abord endogènes, doivent provenir de l'effort interne produit par les Sénégalais, pour eux-mêmes. Ce plan de redressement permettra de trouver de nouvelles sources endogènes. Et dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, nous détaillerons ces ressources endogènes. Il nous permettra de retrouver les équilibres budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Il nous permettra d'accélérer la progression de notre économie. Ce plan de financement pour le redressement de l'économie est fondé sur un certain nombre de principes. D'abord, le respect des engagements internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tenons, quel que soit le régime qui a pris ces engagements et quelle que soit la nature de ces engagements, évidemment, nous pouvons travailler à identifier dans ce paquet de dettes la partie de la dette odieuse et poser le débat plus en profondeur avec les partenaires. Mais globalement, nous tenons à respecter ces engagements internationaux. Nous voulons
remonter cette situation héritée sans pour autant aggraver la dette publique. Nous voulons le faire sans brader nos ressources naturelles et foncières. Nous voulons le faire dans une quête de souveraineté dans le secteur bancaire et particulièrement des banques à connotation publique. Nous voulons le faire sans mettre trop de taxes supplémentaires sur les investisseurs au détriment de l'attractivité de notre pays. Nous voulons le faire par un exercice de lutte contre la fraude sous toutes ses formes et nous voulons le faire dans le respect de l'équité, dans la contribution financière des acteurs, règles essentielles du droit fiscal. Alors, nous avons entendu beaucoup de développement sur les plans de redressement. En quoi ce plan de redressement est différent des autres? Nous ne sommes pas remontés jusqu'en 1979 pour le PREF, qui semble être le premier plan de redressement, mais comparativement au financement du programme de résilience économique et sociale qui a été élaboré pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, dans son modèle de financement d'abord, le PRES avait été financé à 84,5% par les partenaires au moyen de prêts concessionnels, de dons et de reports d'échéance. L'État, pour un budget prévisionnel de 1000 milliards, n'avait contribué qu'à hauteur de 102,25 milliards, soit 13%. Le PAP 2A, qui a pris le relais pour engranger les bénéfices du PRES, le PAP 2A projetait un budget de 14 712 milliards qui a fortement bénéficié, plus de 60% au moins, de ressources extérieures. Pour le présent plan de redressement, 90% des ressources sont attendues de la mobilisation de ressources endogènes sans endettement. Nous ne solliciterons les partenaires extérieurs que pour la partie du recyclage des actifs que je présenterai tout à l'heure, mais tout en conservant la propriété de ces actifs ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Un autre élément de comparaison, c'est que le coût du plan de redressement sera de 33% plus élevé que celui prévu dans le scénario de base, c'est-à-dire le document de programmation budgétaire économique et pluriannuel 2026-2028, qui fait des projections en moyenne d'un peu plus de 5 000 milliards. Considérez que pour ce plan, l'objectif initial que j'avais confié aux équipes, c'était de mobiliser au moins une année budgétaire de plus, d'essayer de rattraper une année budgétaire de plus, qui équivaut sensiblement à la dette cachée, à la dette qui n'a pas été comptabilisée dans nos écritures. Et comparativement donc au PAP 2A, dont les ambitions n'étaient que de 4% par rapport au schéma initial, c'est-à-dire le PAP 2. Ces éléments de comparaison nous permettent d'apporter ou d'anticiper sur un certain nombre de réponses et qui recoupent notre volonté, notre discours qu'on a toujours tenu. Hier, ici, lors de la remise des lauréats du concours général, je retiens une phrase prononcée par le président de la République, son souhait de voir les Sénégalais s'approprier du concept de souveraineté. Tout ce plan, toute la trame de ce plan
répond à ce besoin, à cette option forte de souverainiser notre pays, de faire des efforts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer à attendre le salut de l'extérieur. L'Afrique doit évoluer et le Sénégal doit évoluer. Depuis que les constats ont été faits, après les audits, tout le débat national tournait autour du FMI. Le FMI n'a pas décaissé. Est-ce qu'on aura un nouveau programme avec le FMI? Ce que nous présentons aujourd'hui n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais lui-même. Et c'est fort de ces constats, que nous avons sollicité l'autorisation, sollicité et obtenu l'autorisation du président de la République pour mettre une équipe autour de nous à la primature, regroupant l'essentiel des ministères qui travaillent sur les domaines qui nous intéressaient pour la confection de ce plan de redressement. Je voudrais donc, à cette étape, féliciter les hauts fonctionnaires qui ont travaillé à ce plan. Mesdames et messieurs, le Sénégal regorge d'agents dans la fonction publique de qualité. Ils nous l'ont démontré déjà lors de l'élaboration du référentiel qui a été fait avec l'expertise exclusivement sénégalaise, accompagnée par un cabinet privé sénégalais également. Je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé à ce document, sous la coordination de M. Moustapha Sen, conseiller spécial chargé des questions économiques. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Pour l'optimisation de la dépense publique, nous avons travaillé d'abord à l'amélioration de la planification stratégique, notamment avec la mise en place des cadres de dépenses à moyen terme, des indicateurs de performance, l'élargissement du scoring matriciel des projets. Pour tous ces éléments, je vous aurais renvoyé à la mise en œuvre de la vision sous la coordination éclairée de M. Amin Lo, ministre d'État chargé de l'agenda, appuyé par le box de M. Birom Oloba. Il y a la digitalisation et l'optimisation également de la commande publique. L'introduction de mécanismes de modernisation de la commande publique, de plateformes digitales, mais également la rénovation des processus